Chapitre 2. Les limites du langage, la frontière entre l'intelligible et l'indéfinissable. La lecture est un phénomène social qui induit que la typographie est conditionnée par notre rapport au texte. Le texte typographique fait donc se confronter deux actions, celle de contempler et celle de lire. Cette ambivalence dans la perception du texte typographique permet de faire opposer l'appréciation du texte pour son contenu linguistique et l'appréciation de ce même texte pour sa forme plastique. C'est à partir de ce postulat que Jean-François Lyotard, philosophe français, considère que le graphiste est un interprète. Il explique : le choix d'une police de caractère et de la composition des lettres donne à voir, au-delà du message délivré par le texte lui-même, une interprétation de celui qui a manipulé la lettre. On ne peut alors aisément concevoir que l'artiste puisse chercher à développer son propre ensemble de signes scripts pour que ne soit perceptible uniquement la personnalité du message en se libérant de cette manière des contraintes alphabétiques. Le questionnement se pose alors sur la limite du langage. Les artistes suggèrent que la vérité de l'écriture ne se mette pas dans le texte lisible, mais dans le texte visible. Artiste numéro 1. Auguste Herbin, né en 1882, meurt en 1960. La première partie du XXe siècle est rythmée de querelles qui opposent les artistes sur l'ambition de l'art, sur la plasticité des œuvres et sur le rôle de l'artiste dans la société. À l'aube de la Première Guerre mondiale, les artistes russes évoluent vers différentes formes d'abstraction, en proclamant qu'il n'est pas nécessaire de représenter l'identifiable pour qu'elle soit qualifiée d'œuvre. Seule la matière et la couleur dominent cette façon de penser l'art, en opposition à la même période. Les artistes du figuratif, il ne peut pas exister d'œuvre sans qu'il y ait de sujet. C'est donc dans ce contexte de conditions abstraites et figurées que va naître en 1931 le mouvement d'Auguste Herbin, Abstraction-Création. Ce mouvement revendique que seule la géométrie peut être considérée comme un art abstrait. L'alphabet plastique, une série qu'il commence à réaliser en 1949 dans l'art non figuratif et non objectif, Herbin théorise sa pratique picturale à la recherche d'un regard universel formé de couleurs et de géométrie simple. Jusqu'en 1951, Auguste Herbin développe une série de toiles toutes nommées alphabet plastique dans lequel les formes et couleurs sont un substitut d'alphabet latin. La lettre A peut être exprimée soit par un cercle, un triangle de couleur rose associé aux 5 premières notes d'un octave. De cette manière, l'œuvre se situe à mi-chemin entre abstraction et figuration puisque les formes identifiables traduisent une lettre mais dont la légende est nécessaire pour interpréter l'œuvre du texte. Le texte de l'œuvre. Les tableaux ainsi composés se rapprochent donc de sa volonté d'un art universel, puisqu'ils peuvent s'appréhender même sans maîtriser la lecture. Toutefois, si l'on souhaite déchiffrer le message que chaque toile renferme, il est indispensable d'être issu d'une culture permettant la lecture d'une langue latine. Herbin offre un double niveau de lecture, un purement graphique et un second plus sensible, qui dépend de notre capacité à traduire ce texte. Cette série d'œuvres se rapproche de la poésie expérimentale, avec notamment la poésie voyelle d'Arthur Rimbaud, 1871, dans laquelle le poète associe chaque lettre à une note de musique, offrant ainsi 3 interprétations possibles de son poème. La lecture des alexandrins, la composition graphique des couleurs et des lettres, et enfin une lecture musicale permettant l'écriture d'une partition dont l'arrangement reste libre. Artiste numéro 2, Aliero et Boessier. 1940, meurt en 1994. L'artiste appartient au mouvement de l'Arte Povera. Ce mouvement prend naissance en 1967 et consiste à éradiquer les formes traditionnelles d'art. L'Arte Povera intègre dans ses œuvres des matériaux issus du quotidien avec l'ambition que l'art fasse partie intégrante de la vie et que la vie fasse partie intégrante de l'art. Ce mouvement se développe en Europe du Nord. Il établit un dialogue entre l'art et la vie et privilégie la valeur conceptuelle à la valeur matérielle. L'artiste s'engage dans une réflexion sur le rapport entre le signifiant et le signifié. Signifiant, matérialité du discours, signifié, interprétation du discours. C'est parce qu'il a grandi sous l'ère du fascisme de Mussolini qu'il a cette volonté de rendre au peuple sa capacité d'interprétation. Il va donc développer des systèmes de communication obligeant le spectateur à une réflexion face aux œuvres afin de percevoir le message délivré. L'œuvre réalisée en 1972, intitulée Mettere al mondo il mondo, métaphore de l'accouchement de nouvelles normes pour créer un nouveau monde. Cette phrase, dans cette œuvre, prend d'autant plus de sens car la lettre incarne les mœurs de la société. Il s'agit d'un manifeste qui proclame le besoin de recréer la société de demain. Cette toile s'inscrit dans une série intitulée Biros, stylo à billes, et dans laquelle l'artiste suggère de nouvelles formes de communication pour faire s'émanciper les réflexions individuelles.
C'est une œuvre que l'on peut qualifier de monumentale, puisqu'elle fait 7 mètres de long, réalisée intégralement de hachures de stylo à billes bleues. Le stylo à billes incarne l'essence même de la manuscrit, et donc d'une écriture individuelle qui traduit la spontanéité de notre pensée, et donc la liberté de penser par soi-même. En haut du tableau se situe un ABCD, linéaire, en capitale. La lecture du message se fait au moyen des virgules, sous chaque lettre utilisée, et chaque ligne de virgule correspond à l'ordre de lecture. Cette distribution des lettres, au moyen des lignes de ponctuation, oblige le contemplateur à une réflexion offrant même la possibilité d'y lire autre chose que le message indiqué. Artiste numéro 3, Simon Patterson, né en 1967. L'artiste fait partie d'un groupe d'artistes londoniens que l'on appelle les Young British Artists. Tous les artistes de ce collectif sont issus du Goldsmiths Artists de Londres. Cette école de formation artistique emblématique a pour la particularité de former ses étudiants à un art conceptuel. Cela va avoir pour conséquence qu'aucun des artistes de cette école ne trouve une galerie pour s'exposer. En 1988, les jeunes diplômés de cette école décident d'investir des friches industrielles dans les banlieues de Londres pour exhiber leurs réalisations. Ce lieu va s'appeler Frieze et décloisonne toutes les formes d'art et leurs modes de représentation. La Frieze rencontre un tel succès qu'en 1992, les artistes sortent de leur anonymat et sont alors exposés à la Royal Academy of Art de Londres. Ce qui séduit les responsables de collection de cette enseigne, c'est le point commun dans le travail de tous les artistes du collectif, à savoir la création d'un dialogue entre l'art et la culture populaire, et l'exploitation et la mise en valeur du patrimoine culturel britannique. L'œuvre Great Bear en 1992 de Simon Patterson perturbe l'information considérée comme étant fiable aux yeux de tous, à savoir la carte du métro londonien. Chaque ligne du métro est remplacée par une discipline intellectuelle et chaque station porte le nom d'une figure de cette discipline. On retrouve donc une ligne avec des ingénieurs, des philosophes, des journalistes, des écrivains, des comédiens, des artistes, des plasticiens, des figures de spiritualité, des exploreurs ou encore des biologistes. Cette refonte du plan de métro fait donc se confronter un univers intellectuel et un univers populaire. Dans ce travail, il convoque et rend hommage à la culture historique, puisque le plan de métro tel que l'on connaît a été pensé par Harry Beck, né en 1903, non il n'est pas né à ce moment-là, mais bref, par Harry Beck. Ce dessinateur industriel anglais a révolutionné à l'international les systèmes de communication de l'information. Pour ce faire, en 1933, Beck supprime pour la première fois dans l'histoire de la cartographie les éléments surterrestres du métro et simplifie ses trajectoires au moyen exclusif de lignes verticales, horizontales et à 45 degrés. Henry Beck va modifier et retoucher son plan pendant près de 30 ans. Ce travail est donc emblématique car c'est à partir de lui que toutes les cartes de métro du monde sont refaites à partir de ce schéma et c'est à partir de ce moment-là que les populations ont eu une confiance aveugle envers ces documents. Ce remaniement de communication est un impact durable sur la société. En 1994, Beck dira « J'aime à perturber des choses que les gens lisent et prennent comme référence une vérité absolue ». Sauf que cette citation est de Simon Patterson et non Henry Beck. Il ironise ainsi sur notre capacité à se fier à l'institution sans aucune méfiance. La démarche du collectif étant de créer un vrai lien entre l'art et la vie, en janvier 2014, des anonymes en collectif troublent la signalétique du métro londonien en remplaçant les sources d'informations dans les trains. Au 1er avril 2016, de manière revendiquée, la RATP a elle aussi joué avec les mots en remplaçant les noms de stations, opéra par apéro, Anvers par endroit. Artiste numéro 4, Luigi Serafini, né en 1949, toujours vivant. L'artiste est architecte à Milan et en 1976, alors qu'il commence à déplorer un métier artistique dénué de toute créativité, il commence à dessiner ses premières esquisses d'anatomie hybride. Il dit « L'architecture est ennuyeuse et lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à dessiner avec mes crayons de couleur des corps humains greffés de pinces de crabe ou encore de roues de vélo. » L'artiste, absent de la scène médiatique, cultive le système autour des croquis dont il va faire un ouvrage et dont le texte reste indéchiffré. Cet ouvrage inspire les plus grands intellectuels de la société contemporaine. Et comme Roland Barthes, le sémiologue français qui rédige un essai en collaboration avec lui, ou encore le chorégraphe Philippe Découfflet qui lui rend hommage dans une théorie intitulée Codex, Décodex, Tricodex, il intitule son ouvrage le Codex Seraphinianus. Le mot codex renvoie à la notion d'origine des choses.
Au IVe siècle avant Jésus-Christ, on appelle codex un ensemble de tablettes de bois destinées à l'écriture. 2 siècles plus tard, le bois est remplacé par un feuillet de papyrus relié entre eux, plus pratique que le bois. Cette première forme d'ouvrage permet alors d'être transporté et de rester ouvert sur une table pour consulter facilement son contenu et ou le modifier. Les chrétiens s'emparent de cette invention et y consignent la toute première version manuscrite de l'Ancien Testament que l'on appelle alors Codex Vaticanus. Le codex incarne donc ainsi l'ancêtre du livre et la genèse de l'humanité. L'œuvre est conçue pour la première fois en 1981. Il est considéré comme un encyclopédie extraterrestre décomposée en 11 chapitres qui traitent de l'architecture, des mathématiques, de la faune, etc. Dans cet ouvrage, le lettrage inventé devient l'élément qui donne la crédibilité à l'ouvrage. Pendant 400 pages, ce lettrage est inconnu, il oblige à faire appel à son sens de la déduction pour en déceler le contenu. En 2013, lors de la dernière édition du Codex, ce livre nous donne le sentiment d'analphabétisme qui replace chaque individu à sa condition d'être apprenant en abolissant les frontières du savoir et de la culture. Ce livre est de l'art qui encourage l'imagination, un peu comme des enfants se plaisent à imaginer une histoire alors qu'ils ne savent pas lire et qu'ils tiennent leur livre à l'envers. Citation de Séraphinus. Si la composition est sérieuse, l'ouvrage se veut avant tout ludique. Artiste numéro 4 ou 5. Le manuscrit de Voynich, entre 1400 et 1430. Le manuscrit de Voynich est un ouvrage dont l'ambiguïté est totale sur son origine. Les intentions de son auteur, son commanditaire et son chiffrement. Il porte le nom de l'homme qu'il a découvert dans son jardin. Il s'agit d'un livre de 234 pages rédigé dans un lettrage inconnu, représentant majoritairement des éléments de botanique inexistants en Europe, ainsi qu'à de nombreuses reprises des compositions circulaires constituées de personnages féminins que l'on retrouve également dans des espèces de bains verts. Les pages sont en velin de nouveau-nés humains, son texte est rédigé à la plume d'oie de manière linéaire et de gauche à droite. La datation précise de l'ouvrage reste encore incertaine, entre 1400 et 1430. Depuis sa découverte, les scientifiques, les historiens, les graphologues, les typographes et autres spécialistes tentent de percer le mystère. Aucune des théories n'a abouti, et en juillet 2016, la science a décidé de confier sa reproduction à une maison d'édition espagnole pour que l'ouvrage devienne public, et peut-être cela permettra l'élaboration de nouvelles pistes de recherche. Si la dimension historique est irréfutable, en revanche, on ne sait rien sur le fait que ce lettrage connaît une traduction, si elle renferme un des plus grands secrets de l'humanité ou si il s'agit encore d'une escroquerie. Artiste numéro 6. Philippe Tommaso Marinetti, né en 1876, mort en 1944. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont marqués par l'avènement des sciences techniques qui permettent la production de nouveaux médiums tels que la photographie, le cinéma, la publicité, qui traduisent donc et témoignent de la société et permettent de nouvelles interprétations du monde. À cette même période, et la majorité des pays de l'Europe, l'enseignement de la lecture et de l'écriture devient obligatoire. Cela va avoir comme impact une société à même de comprendre les politiques locales et de les dénoncer. L'œuvre de Marinetti est absolument révolutionnaire, car pour la première fois, la lettre est exclusivement la lettre, est utilisée et restructurée et compose l'ensemble de Marinetti. C'est le début de la composition typographique. Cette série d'œuvres typographiques s'intitule Les mots en liberté et va donc commencer à être réalisée en 1910. Marinetti s'inscrit dans le mouvement futuriste. Artiste fasciné par les technologies qui apparaissent dans ce contexte, il travaille donc sur le rythme en rapport avec l'automatisation des machines. On entre dans l'ère de la vie moderne. Il dénonce dans son œuvre ce qu'il appelle être l'agitation de la vie moderne, c'est-à-dire une société qui ne dort plus et qui est toujours en mouvement, qui devient bouillante. Un bruit perpétuel et des machines sans cesse en action, il témoigne que l'homme vit sous l'influence d'un monde qui s'industrialise. Il mélange collage et lettrage à l'encre, le collage, l'imprimerie, l'industrie, le lettrage, l'homme dans la société. Cette confrontation, lettre tapuscrite et la lettre manuscrite, au sein de ces compositions, donne à voir l'interdépendance de l'homme et de la machine. Il crée visuellement une forme de chaos en supprimant la syntaxe, la ponctuation, la linéarité et la lisibilité du texte. Cette révolution typographique traduit le renouvellement total de la sensibilité humaine. Marinetti va donc peu à peu évoluer politiquement et s'engager contre cette société qui évolue.
Il souhaite un retour à l'ordre et dénonce la manière dont le texte va être utilisé dans le cadre de revendications sociales. C'est la raison pour laquelle il va devenir en 1919 le membre fondateur du premier parti fasciste de l'histoire européenne, aux côtés de Mussolini, j'imagine. Ces compositions vont alors, à partir de 1919, rester typographiques, mais traduire un retour à l'ordre social. Il n'y a plus de lettrage manuscrit. Les phrases récupèrent leur syntaxe et la couleur rouge va venir ponctuer ces pages en signe d'autoritarisme. Artiste numéro 6 ou 7, je sais plus. Steve Dalachinsky, né en 1946. Je termine en bas, là, après on n'en parle plus, je recommence. Steve Dalachinsky, né en 1946. L'artiste s'inscrit dans un mouvement pictural que l'on appelle acémique. Dans le jardin médical, l'acémie désigne l'état d'un individu dépourvu de sa capacité à communiquer verbalement ou scripturalement. Par l'extension, un écrit acémique est un texte sans ambition d'interprétation qui s'affranchit de toute dimension sémantique, bien qu'il soit identifiable comme un texte. Ce mouvement artistique trouve sa légitimité dans le monde de l'art en explorant les lettres simulacres. Ce courant artistique qui s'émancipe du souci de la lisibilité d'un texte s'inscrit dans un art à mi-chemin entre le littéraire et le visuel. On le définit comme une poésie visuelle dans laquelle l'écrit perd sa fonction première et frôle l'abstraction. Pour la première fois dans l'utilisation du lettrage dans l'œuvre, la volonté des artistes n'est pas que la lettre, mais d'utiliser la lettre pour que l'œuvre devienne abstraite. Les artistes veulent évoquer la folie des personnages atteints de la pathologie. Bizarre. Il s'agit d'une composition dont les lignes de texte tapuscrites se superposent jusqu'à devenir illisibles, ressemblant à des ratures par-dessus lesquelles sont collés des fragments de texte qui se chevauchent. Dalachinsky ambitionne ici de faire confronter le contemplateur à ses limites langagières. Les formes que composent les lignes de texte suggèrent les prémices d'une signification dont l'interprétation diffère d'un spectateur à un autre. Il nuit volontairement à la lisibilité du texte pour susciter l'interrogation personnelle et l'émotion. Pour chaque individu, il cherche à créer une expérience sensorielle unique dans laquelle il met en évidence le rôle essentiel du processus physique de lecture de l'écriture et de l'écriture. Dans ce travail, il cherche à établir un dialogue spontané avec les mots pour faire émerger le chaos, la beauté, l'absurdité et le désespoir de la vie moderne. Dernier artiste, Horacio Garcia Rossi, né en 1929, mort en 2012. En 1961, à Paris, celui que l'on considère comme le pape de l'abstraction géométrique est Victor Vasarely, né en 1906, mort en 1997. Il fonde le GRAV, G-R-A-V, groupe de recherche d'art visuel, qui rassemble des artistes d'Amérique latine qui ambitionnent de créer un art susceptible d'intéresser les néophytes, l'amateur. Le GRAV cherche à produire des œuvres sans aucune dimension socio-culturelle, ce qui les amène à envisager l'œil comme le moteur d'une œuvre d'art. Les œuvres produites vont avoir pour but de ramener l'art à sa fonction première d'un objet visible. C'est ce qui donne naissance à l'op art, appelé aussi art cinétique. Ce mouvement place l'expérience visuelle au cours des œuvres en jouant sur la persistance rétinienne. Les œuvres produites sont qualifiées d'impersonnelles et qui font appel aux techniques qu'offre la société industrialisée. À partir de ce moment-là, les artistes vont commencer à travailler avec la lumière ainsi que les matériaux industriels. Il s'agit de mouvements réalisés en 1964. L'œuvre s'appelle Mouvement, je ne sais pas si c'était compréhensible. Donc Mouvement, réalisé en 1964, il s'agit d'un écran composé de petites diodes dans lequel des faisceaux lumineux se déplacent pour laisser apparaître aléatoirement les 10 lignes qui répètent le mot mouvement. L'artiste travaille sur le mouvement illusoire en opposition au mouvement réel. Il met en exergue le sens du mot mouvement, son intérêt pour la lettre et sa recherche de procédés permettant d'identifier la signification des mots. Le procédé mis en place trouble la lisibilité, donnant à voir un mot qui se compose et se désintègre grâce à la lumière en confrontant le spectateur et ses limites langagières. Toute son œuvre reposera sur le lettrage et les limites de sa perception. Fin du chapitre 2. Interminable.